Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe avec vous ensemble et avec notre invité aujourd'hui. On va parler de la condamnation de Monsieur Vital Kamerhe pour 20 ans de travaux forcés, mais aussi 10 ans d'inégalité. Je vous le disais, il ne sera pas candidat. Ce n'est plus probable qu'il soit candidat en 2023. La justice congolaise, est-ce qu'il faut croire à une nouvelle image pour cette justice? Quel est surtout l'impact de ces procès sur la suite de la gouvernance du président Félix Tshisekedi, mais aussi les déconfinements de la commune de la Gombe? Vous savez que pas mal de la population quinoise, par exemple, souffre désormais parce que cette commune elle est fermée depuis plus de 3 mois. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas à manger. Pour parler de tous ces sujets, on a reçu pour vous Monsieur Setski Kouni, ancien candidat président, les plus jeunes d'ailleurs, ici en République démocratique du Congo. Il est homme d'affaires, il est homme politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question, Monsieur Vital Kamerhe, 20 ans de prison. Est-ce qu'il faut croire à une nouvelle image pour la justice de notre pays? C'est encore trop tôt pour le dire. Tout d'abord parce que il y a beaucoup à dire par rapport au procès qui a eu lieu. Et le premier point à relever est que si le procès a été retransmis en direct à la chaîne nationale, c'est parce que la motivation de l'État était de convaincre et de répondre aux attentes de l'opinion nationale. Cette opinion nationale qui réclamait plusieurs choses par rapport aux travaux des 100 jours. Rappelez-vous que ces travaux ont ralenti la marche de l'économie nationale. Ici au niveau de Kinshasa, je suis opérateur économique, nous avons assisté à une baisse considérable de nos chiffres d'affaires pour la bonne et simple raison que le mouvement de personnes et des marchandises était limité à cause des embouteillages. Alors toutes ces revendications-là ont fait que les gens puissent réclamer, revendiquer. Et le système nous a présenté Vital Kamerhe et consorts, donc l'opérateur économique Jamal et d'autres personnes comme les probables coupables dans cette affaire. Et ils ont été placés en détention. Le procès a eu lieu. Il a été retransmis en direct. Et la population, son attente était d'être convaincu, d'être satisfait. Parce que quand il y a procès, il faut que le ministère public ou encore le tribunal puisse démontrer qu'il a des preuves contre la personne qu'ils inculpent. Mais malheureusement, je ne peux pas réellement dire que le tribunal a été à la hauteur. Ils n'ont vraiment pas répondu aux attentes de cette population. La population n'a pas été satisfaite. La raison pour laquelle les réactions, si vous l'avez remarqué, sont très timides au niveau national. Très très timides. Ce que nous voulions, ce n'était pas la pitié ou la cruauté. Ce que nous voulions, c'était la justice. C'est l'administration de la justice avec des preuves, des démonstrations qui allait justement marquer le début de cet état de droit que nous voulons tous. Voilà un peu mon analyse, voilà un peu ma contribution par rapport à ces procès. Donc il y a eu un procès et la population n'a pas vraiment été satisfaite, malgré le fait que nous avions tous passé plusieurs heures devant nos chaînes de télé pour regarder le procès. Vous entendant parler, la population n'est pas satisfaite de la façon dont la justice a fait les choses. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous pouvez nous expliciter? C'est-à-dire que si c'était vous, par exemple, à la place de la justice pour satisfaire aux besoins de la population, comment vous alliez procéder? Bon, écoutez, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste politique, ce que je peux dire est que ce qui a été fait, quand on nous a dit que Kamerhe a détourné, c'est ce que nous appelons en sciences sociales un énoncé formel. Et lorsque l'énoncé est formel, la personne qui énonce cela a l'obligation de démontrer. L'énoncé formel se vérifie par la démonstration. C'est un peu comme on dit 1 plus 1 moins 2 égale 0. C'est cela à démontrer.
On n'utilise pas des moyens détournés pour essayer de convaincre la population que le détournement s'est fait à un autre niveau qui n'est pas matériel. On avait besoin de preuves, mais on n'a pas eu de preuves. Vous pouvez expliquer par exemple les concepts détournement intellectuel. Je reviendrai à cette question-là. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il faut qu'on puisse tous penser aux conséquences. Moi, je ne suis pas du pouvoir, je suis dans l'opposition. Je critique constructivement la gestion de l'État. Mais si nous tombons dans une situation où l'allié le plus proche, le collaborateur le plus proche du président peut être inculpé, sans preuve, et condamné à 20 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité, cela veut dire que désormais dans le pays, les opposants aussi peuvent être en danger. Parce qu'il n'y a pas de preuves. On n'a pas encore prouvé qu'il avait vraiment détourné. Vous voyez un peu de quoi j'essaye de parler. On parle en termes de conséquences parce que l'état de droit exige que les preuves soient présentées et l'énoncé formel se vérifie par la démonstration, comme je l'ai dit. Mais on n'a pas eu cette preuve-là, c'est ce qui inquiète, parce qu'on veut d'une justice indépendante et impartiale. Or, lorsqu'on commence à condamner des gens sans qu'il y ait de vraies preuves, cela veut dire que ces procès-là est politisé. La justice, l'appareil judiciaire est sous l'ombre du politique, des politiciens. Et cela est dangereux, on ne veut plus retourner là. On veut avancer, on veut avoir un État où la justice agit en toute indépendance. Et lorsque le verdict a été prononcé, tout le monde a eu l'impression que ce verdict-là a été préparé avant même le procès. C'est l'impression que tout le monde a. C'est ce que je dis en tant qu'observateur, en tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste. C'est ce que nous avons tous vu. Et c'est ce que moi je déplore dans ces processus. Qu'est-ce que vous appelez preuve? Je ne comprends pas, ou le public ne comprend pas jusqu'à la preuve, c'est-à-dire que par exemple, arriver à ramener de l'argent dans un compte bancaire qui appartenait à M. Vital Kamerhe à l'issue de ces genres de détournements, ou qu'est-ce que vous appelez preuve tangible? Déjà, quand on dit détournement, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? On a dit que Kamerhe a octroyé un marché, il s'est défendu là-dessus, que Kamerhe avait signé le contrat, n'avait pas signé le contrat, mais a ordonné à ce que la Banque centrale, sur autorisation du ministère des Finances et des Budgets, puisse payer le prestataire, donc M. Jamal. Mais la question qui nous vient en tête en ce moment est de savoir pourquoi et comment est-ce que la Banque centrale a autorisé la sortie des fonds sans un contrôle minimum. Parce que même lorsque nous sommes en procédure d'urgence, il y a quand même un petit comité d'urgence qui doit se créer pour faire certaines vérifications, si petites soient-elles. C'est important. Parce que Jamal et Kamerhe n'ont pas braqué la Banque centrale. Ce sont des questions qu'on se pose. Comment est-ce que l'argent est sorti? Comment est-ce que Jamal a été payé? Et Kamerhe se justifie. Il donne des explications qui n'ont pas été apparemment prises en considération. Et deuxième point, nous avons vu comment est-ce que les témoins ont défilé pour témoigner contre Kamerhe. Nous avons tous suivi. On ne peut pas dire que ces témoins-là témoignaient en toute neutralité. Ils avaient déjà un parti pris dans leur témoignage. Ils ont démontré qu'ils avaient un problème personnel avec la personne de Kamerhe, avec M. Kamerhe. Excusez-moi la tautologie, ils avaient un problème personnel avec Kamerhe. Ce sont un peu ces faits-là que moi je déplore, parce que quand on dit détournement, cela veut dire que l'argent était sorti et Jamal à un certain point a donné l'argent à Kamerhe. C'est ce qu'il faut démontrer d'une certaine manière. On ne peut pas donner des peines si lourdes juste en l'air comme ça, non. Nous parlons de l'avenir de notre pays, nous parlons du député le mieux élu de la République. Quand on dit le mieux élu, cela veut dire que derrière lui, il y a quand même beaucoup de gens. Nous parlons d'une personne qui a été 2 fois candidat président de la République et qui espère être encore candidat en 2023. Et le condamner comme ça sans convaincre l'opinion nationale que cette personne-là a vraiment détourné, convaincre noir sur blanc que cette personne-là a détourné,
paraît comme une certaine politisation de l'affaire, d'après moi. En tout cas, vous entendrez parler. Je vous ai entendu là parler de quelque chose qui a déjà été préparé d'avance. Moi, je me pose la question. Pourquoi M. Kamere, lors de plaidoirie, il a dit j'ai appelé ma femme, on a prié, je lui ai demandé de préparer les enfants moralement parce que la messe, elle est déjà dite. Vous allez entendre là, c'est 10 ans, si pas 10 ans, 20, 30. Il savait au préalable qu'il allait être condamné ou tout simplement il se reproche de quelque chose? Je ne pense pas que... Bon, je ne suis pas dans la tête de Kamere, je ne suis pas de l'UNC, je ne suis pas allié de l'UNC, je ne suis même pas ami à ses enfants, bon, je ne les connais pas, à part les quelques contacts politiques qu'on a eu à voir. Mais écoutez, il y a eu quelques précédents qu'il faut analyser en tant qu'analyste. C'est le fait que, quand ces problèmes ont commencé, le jour où Kamere a été invité par la justice, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux réactions. La première était venue de l'UNC qui avait parlé d'acharnement. C'est une réaction que moi, je n'avais pas trouvée opportune. Pourquoi? Parce que la justice peut inviter n'importe quel citoyen à venir se présenter pour n'importe quel dossier. C'est notre justice, finalement, il faut répondre à l'invitation. Et puis il y avait une autre réaction, c'était de la part de l'UDPS, le parti allié. Qu'est-ce que l'UDPS a dit? L'UDPS avait déclaré sa neutralité par rapport à l'affaire. Écoutez, moi je suis dans les affaires, vous êtes journaliste et vous avez certainement des collaborateurs. Lorsque votre partenaire, votre collaborateur est invité par la justice, sans savoir de quoi on lui reproche, sans neutralité, lorsque vous déclarez votre neutralité, c'est un message que vous donnez, que vous lancez. Cela veut dire que c'est un coup que vous avez préparé ou vous êtes au courant de ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez un peu? On allait comprendre si l'UDPS avait déclaré cette neutralité-là après avoir entendu la justice, au moins à la fin du procès, ou encore après le jugement. Mais faire cette déclaration-là avant même que le procès ne puisse commencer... prouve qu'il y a eu plusieurs problèmes déjà au départ. Donc quand Kamere dit que la messe est dite, ce n'est pas forcément qu'il se reproche quelque chose, je ne sais pas, bon peut-être, mais je pense que c'est dû au fait qu'il a aussi réalisé qu'il travaille, ou encore il travaillait dans un environnement très hostile, et que, je crois que je l'ai dit l'année passée, en 2019, qu'on se concentre trop sur les divergences entre le FCC et le CACH, mais nous oublions le fait que le CACH aussi est une coalition. Et dans cette coalition, on ne peut pas parler de convergence d'idées. Il me semble toujours que l'UDPS a toujours poursuivi un agenda différent de celui de l'UNC. Pourquoi l'UNC, c'est une parenthèse, pourquoi l'UNC accepte alors d'être allié à un parti qui a un agenda différent que lui? Non, mais cet agenda-là a été révélé après que le CACH ait remporté les élections. Ce n'était pas avant. Avant, ils étaient en parfait accord. Ils sont partis à Nairobi, ils ont créé leur coalition. Ils sont venus participer aux élections et c'était parti comme ça. Mais les divergences se sont révélées quand ils ont pris le pouvoir, quand ils se sont mis à travailler. Quand Félix Tshisekedi est devenu président et Vital Kamerhe directeur de cabinet. C'est dans la gestion de leur pouvoir que les divergences ont commencé. Vous êtes analyste politique ici en RDC, en observant par exemple les faits comme vous venez d'étaler là, la déclaration de l'UDPS, la déclaration de l'UNC, voyez-vous cette coalition exister jusqu'en 2023? Bon, tout est possible, hein. Vous savez, déjà, l'union entre l'UDPS et l'UNC, en tant qu'analyste politique, je n'avais pas accordé beaucoup de chance à cette union. Parce que ce ne sont pas des partis deux partis qui, on peut dire, s'aimaient dès le départ. Moi, j'ai participé à des concertations des candidats présidents de la République au niveau de la CENI. Je n'ai pas vraiment vu ces deux partis-là converger en termes d'idées. Alors quand ils ont décidé de créer cette coalition-là, je me suis posé beaucoup de questions.
Donc pour moi, c'était aussi une union contre nature, un peu comme l'union cash FCC. Mais ils sont partis aux élections, ils ont pris la présidence, ils ont commencé à travailler, ils ont travaillé pendant une année. Et les problèmes ont surgi. Alors, l'avenir de cette coalition dépend forcément de l'issue du procès, parce que la procédure n'est pas encore finie. C'est vrai que le tribunal s'est prononcé, mais l'UNC ira en appel. Et peut-être, si le système, la justice congolaise bloque toutes les portes, peut-être qu'ils iront aussi à l'international. Et je ne pense pas que dans ces contextes de revendication pour les droits de Vital Kamerhe, l'UNC va continuer à se soumettre à l'IDPS. C'est peu probable. Vous comprenez un peu. Donc je ne pense pas que à cette allure, si Vital Kamerhe est condamné, la condamnation est définitive, je ne pense pas que cette union va survivre jusqu'en 2023. Vous êtes dans l'opposition, oui, mais quand même, il y a des idées, par exemple, constructives qu'il faudrait soutenir. Vous les faites déjà aussi. Soutenez-vous l'état des droits, l'instauration de la justice congolaise? Déjà, c'est important pour moi ici de préciser un point. L'état de droit, c'est ce que nous appelons en sciences politiques un pléonasme. C'est quoi un pléonasme? Un pléonasme, c'est une forme de tautologie. Parce que quand on dit déjà État, on ne peut pas imaginer l'État sans le droit. Parce que l'État, c'est un ordre juridique. On ne peut pas imaginer les éléments constitutifs de l'État sans ce contexte juridique spécifique. On ne peut pas imaginer le territoire, on ne peut pas imaginer la population, on ne peut pas imaginer le gouvernement. Et peut-être en plus la souveraineté sans le droit. Donc l'état de droit, normalement, c'est quelque chose d'intrinsèque déjà à l'État. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, l'état des droits nous est présenté comme un message, comme une promesse politique. Ça prend une autre dimension parce que nous ne sommes pas un État normal. Nous venons d'un système où la justice n'était pas indépendante. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi répondit sur cela pour dire que voilà, nous allons normaliser le fonctionnement de notre État. Nous sommes dans ce processus-là de normalisation et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que nous devons forcément applaudir, non. C'est ce que nous devons être. Donc l'essence même de l'État, c'est l'État de droit. Et nous ne pouvons que être pour l'État de droit parce que l'État moderne est un État de droit. Et c'est un principe tout à fait intrinsèque. Est-ce que ça n'apparaît pas extraordinaire par le fait qu'il y a quelques années en arrière, il y avait des tels détournements, il y avait des lois qui ont été abusées, mais quand même que la justice ne marchait pas. Et vu qu'aujourd'hui, des personnalités comme M. Vital Kamerhe est jugé et condamné, que ce soit, comme vous avez dit, politisé ou pas, mais quand même les faits qu'il comparaisse devant la justice pour se justifier aussi, c'est pas pour ça que l'état des droits paraît extra. Non, ça ne paraît pas extra. L'état de droit ne paraît pas extra. C'est une normalisation. Nous sommes dans un processus de normalisation des choses. À l'époque de Kabila, quand la justice semblait être sous l'ombre des politiques, mais les opposants, la société civile dénonçaient toujours cette situation. C'est parce que tout le monde, à cette époque, était convaincu que nous n'étions pas dans la normalité. Sinon, ils n'allaient pas contester, sinon ils n'allaient pas dénoncer. C'est ce que j'essaye de dire. Donc cela veut dire que nous savons que l'état de droit, c'est la situation, c'est la condition normale. Et ce que Félix Tshisekedi essaye de faire, c'est normaliser cette situation-là. Donc ce n'est pas extra. On ne peut pas servir cela comme quelque chose d'extra. Sinon, nous ne sommes même pas un État. Alors, s'il n'y a pas le droit, si l'état de droit n'existe pas, si l'État n'est pas un ordre juridique, cela veut dire que notre État, en réalité, n'existe pas. Pour vous, M. Setskikouni, excusez-moi, parlant justement de cet état des droits, que pensez-vous de l'impact de ces procès sur l'avenir du pouvoir de Félix Tshisekedi? Bon, mon avis allait être différent si la justice avait réellement démontré que Vital Kamerhe était coupable. Parce que jusque-là, il y a encore des doutes dans nos esprits.
en ce moment-là, j'allais dire que voilà, nous sommes très bien partis. Mais comme je l'ai dit, pour des raisons évoquées plus tôt, j'ai du mal à conclure que nous sommes très bien partis. Parce que le cas de détournement de Vital Kamerhe et consorts, qui reste encore à démontrer dans le cadre pénal, n'est pas un cas séparé. Il y a eu, pendant la gestion de Kabila, plusieurs autres cas suspects, et ces personnes-là n'ont jamais été traduites en justice. Mais la plupart de ces personnes-là sont encore en fonction. Mais le président avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Ça me paraît un peu comme deux poids, deux mesures. Et je serais satisfait si on peut traduire en justice tous ces gens-là qu'on suspecte aujourd'hui. Il y a eu des projets énormes qui ont échoué lamentablement, malgré le fait que l'État avait dépensé des sommes, des grandes sommes d'argent. C'est un peu cela mon problème. Si on a plusieurs cas aujourd'hui, et si on arrive à démontrer que ces gens-là avaient vraiment détourné, là je pourrais accorder un avenir à l'état de droit. Il faut qu'on en arrive là, mais nous n'en sommes pas encore là. Parce que ces procès, c'est encore un procès qui est encore flou dans les yeux de plusieurs analystes et opinion publique nationale. Quelles sont par exemple des leçons à retenir ou à tirer par rapport à ces procès en ce qui concerne toutes les personnalités politiques en fonction, mais aussi celles qui ont travaillé avec Joseph Kabila il y a quelques années? Le premier point à retenir, c'est le fait que nous sommes dans un état très désorganisé. C'est ce que ce procès a d'abord révélé. À tous les niveaux, notre administration n'existe presque pas. Le procès a exposé la nudité de l'État, la nudité de nos institutions, les failles de nos institutions, à presque tous les niveaux. C'était une honte de découvrir à la chaîne nationale en direct, en même temps que toutes les autres nations du monde, que notre État était si désorganisé. Et je me dis que les gens, les étrangers qui ont suivi ces procès, ont eu la même impression parce que déjà, nous faisons un grand travail pour convaincre les investisseurs à venir au pays. Et voir que notre État fonctionne de la sorte, c'est quand même un facteur de découragement pour plusieurs. C'est cela le premier point. Donc la nudité de l'État qui a été exposée au plus haut niveau, à son sommet. Le deuxième point, c'est le fait que nous devons nous ressaisir pour réarranger, réorganiser notre État, nos institutions. Nous devons vraiment nous concentrer pour que nous puissions ressembler à cette machine-là qui non seulement est fonctionnelle, mais qui fonctionne aussi pour produire des résultats positifs pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous sommes dans l'obligation de faire cela. Tout politicien qui a regardé ce procès, tout politicien animé de bonnes intentions, qui aime ce pays, c'est ce qu'il a compris. Et en même temps, c'est aussi un message pour tous ces gens-là, et c'est le troisième point, qui rejoignent la scène politique pour d'autres intentions, comme s'enrichir illicitement, comme piller les caisses de l'État. C'est un message qui doit normalement les dissuader de ne pas rejoindre la scène politique s'ils n'ont rien à offrir. Ils doivent rejoindre la scène politique pour travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier de leur famille ou leur propre intérêt. C'est un peu cela le message que le politicien congolais, et quand je parle de politicien, je parle de ces personnes qui ont la bonne moralité, qui pensent que la République démocratique du Congo peut aller de l'avant si nous travaillons tous ensemble. Parlons cette fois de la nomination des mandataires dans des entreprises publiques. Vous êtes homme d'affaires également, en dehors d'être homme politique ou analyste politique. Mettez-vous à la place du président Félix Tshisekedi parce que vous avez été candidat président. Qui nommerez-vous dans des entreprises publiques? Bon, la question est quand même difficile, parce que vous savez, la politique en tant que science a aussi ses principes.
La politique fonctionne selon certains principes. On dit que les partis politiques ont pour but de conquérir et d'exercer le pouvoir. Et lorsqu'ils se battent pour conquérir et exercer le pouvoir, la première des choses qu'ils font, c'est, une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est récompenser les membres de leur parti. C'est cela la politique, ce n'est pas interdit. Parce que lorsque vous adhérez à un parti politique, vous bénéficiez de ce qu'on appelle de la présomption des compétences. Et lorsque votre parti prend le pouvoir, on prend d'abord les gens du pouvoir pour les nommer ministres, mandataires publics, etc., etc. C'est ce qui a toujours été fait. C'est ce qui se fera probablement. Parce qu'ils ne se battent pas pour rien, ils se battent pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais le fait démontre que ce système que nous perpétuons n'est pas très bon pour notre pays. Parce que presque toutes les entreprises publiques sont en faillite. L'État a prouvé qu'il était très mauvais gestionnaire. Pour la bonne et simple raison que nous ne mettons pas des techniciens généralement à la tête de ces entreprises. Nous privilégions des militants de nos partis politiques qui souvent ne sont pas très compétents pour assumer ces fonctions-là. Et ce qui fait que les entreprises de l'État peinent à décoller, peinent à servir nos populations, quel que soit leur domaine respectif. C'est une question difficile, comme j'ai dit, dans le contexte de notre pays, mais mon souhait, c'est un souhait, peut-être si je crée mon parti et que mon parti gagne les élections, peut-être c'est quelque chose que nous devrons maintenant mettre en pratique. Cela veut dire privilégier les compétences que privilégier les militants. Ou encore faire en sorte que les gens qui adhèrent à notre parti et qui se présentent comme candidats à la gestion soient déjà compétents en amont au départ. On peut faire aussi ce travail-là de sélectionner des personnes compétentes et le booster pour qu'ils puissent occuper ces entreprises publiques-là et les gérer comme il faut. Parce que moi, je suis opérateur économique, je gère déjà une entreprise privée et je sais comment les entreprises fonctionnent. La différence est que mon entreprise est privée et l'autre, c'est une entreprise publique. Mais la finalité, l'objectif d'une entreprise, c'est d'être performante. C'est ce que nous cherchons. C'est délivrer le service qu'il faut et comme il faut avec une comptabilité qu'on peut contrôler et puis quantifier. Mais ce n'est pas ce que nous voyons toujours au niveau des entreprises publiques. C'est quelque chose pour lequel nous devons peut-être nous battre tous. Sur les réseaux sociaux, vous êtes pas mal suivi, je rappelle sur Twitter, sur Facebook, parce que je suis aussi parmi des personnes qui vous suivent de près. Vous vous battez pas mal en ce qui concerne le développement de notre pays, sur tous les secteurs de la vie et surtout la politique où vous êtes centré. Comment vous expliquez le fait que cette personne elle est en même temps députée, il est député national, il est député provincial, il est sénateur, et puis la même personne revient comme PDG ou PCA dans une entreprise. Est-ce que tout ça contribue au développement ou tout simplement au recul du pays, sachant que les mêmes personnes n'ont pas bien servi la nation il y a quelques années? Bon, c'est vraiment une forme de gourmandise, gloutonnerie politique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Parce que, vous savez, on rejoint la politique pour résoudre les problèmes de la société. À travailler ensemble pour trouver des solutions, plus nous allons être en mesure de permettre à notre pays de décoller. Mais si une personne pense que à lui seul, il peut résoudre tous les problèmes que nous avons dans la société, donc la même personne est à la fois dans le législatif et dans l'exécutif, ces pratiques ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Même le fait que certains se présentent et mettent comme suppléants leur fille ou encore leur concubine ou encore leur, je ne sais pas moi, neveu ou nièce, ce sont des choses qu'on ne peut pas encourager. Il faut une certaine diversité dans la scène, diversité d'idées, de compétences, de personnes, pour que tous ensemble, nous puissions créer cette richesse-là d'idées. Et partant de cette richesse-là d'idées, nous pouvons créer un État prospère et riche. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je conclus tout simplement que c'est la gloutonnerie, c'est la gourmandise,
c'est quelque chose qu'on peut pas encourager. Voilà. Parlons cette fois du coronavirus. Vous êtes entrepreneur, vous êtes homme d'affaires ici en République démocratique du Congo. Comment, déjà avant d'entamer certains sujets, comment vous avez ou vous expérimentez jusqu'à là? Parce que là, je rappelle que votre bureau, vos boutiques, vos affaires, ils sont tous ici à Gombe. Comment vous avez expérimenté cette période de confinement de Gombe? Au début, on était tous optimistes parce que, vous savez, la maladie n'épargne personne. Et vous ne pouvez pas travailler dans un contexte où les gens ont peur de tomber malades, voire de mourir. Alors au départ, nous avions tous soutenu la politique gouvernementale par rapport au confinement, par rapport aux gestes barrières et tout. Mais après quelques temps, nous avons réalisé qu'il s'agissait en réalité d'un confinement de prestige. Parce qu'au départ, ils avaient décidé de confiner Gombe dans le but d'arrêter la propagation de la maladie. Un mois après, Gombe a cessé d'être l'épicentre de la maladie. Ça veut dire que la maladie s'est déplacée dans d'autres zones, Kankokolo, Limete et ailleurs. Mais nous avons vu le gouvernement maintenir le confinement de la commune de la Gombe sans prendre des mesures concernant ces autres zones qui étaient elles aussi contrôlables. Alors nous avons compris qu'il s'agissait peut-être d'une façon pour nos dirigeants, soit de résoudre leurs conflits personnels au sein des Gombe, soit de continuer à montrer seulement au monde que nous sommes en train de combattre le Covid, mais dans la réalité, il n'y avait rien de tel. Oubliant le fait que le confinement des Gombe avait comme conséquence la fragilisation de notre économie. Nous travaillons dans une économie, dans un environnement très hostile. Et beaucoup d'entreprises font faillite déjà à cause de l'instabilité politique. Et maintenant, nous avons vécu une situation, les entreprises ont été fermées pendant plusieurs mois, 3 mois. Ces entreprises n'ont pas été en mesure de payer leurs travailleurs qui sont restés à la maison. Nous avons connu l'inflation. Les entreprises ont accumulé plusieurs dettes. Et c'est clair qu'au sortir de ces confinements, nous allons vivre une situation inédite. Et peut-être que beaucoup de ces entreprises ne vont plus se relever. Parce qu'au niveau de notre entreprise, nous avons réalisé une enquête. Et dans cette enquête-là, plus de 100 entreprises ont participé. Et ils ont exprimé leurs difficultés. Et beaucoup ont déjà même fait faillite, ils ont même déclaré avoir fait faillite. Donc voilà un peu, le gouvernement pouvait équilibrer dès le départ la riposte sanitaire et l'économie. Ils ne l'ont pas fait. Ils continuent à développer des politiques qui ne cadrent vraiment pas avec la réalité sur terrain. Par exemple, la politique agricole qu'ils ont développée. Ils ont oublié que même si vous faites l'agriculture partout dans le pays, mais les produits agricoles ne quittent pas les champs pour atterrir dans les assiettes des gens. Il y a plusieurs intervenants, plusieurs opérateurs économiques qui interviennent entre-temps pour faciliter ces transferts-là de produits des champs jusqu'à l'assiette. Mais pour que ces entrepreneurs-là, ces opérateurs économiques-là puissent fonctionner, il faut qu'ils puissent avoir toujours leur capital. Il faut qu'ils puissent avoir de l'argent pour réinvestir, pour se relancer dans tous ces secteurs-là. Et si, en investissant dans le secteur agricole, on tue les entrepreneurs probables candidats dans ce processus-là de transfert de produits agricoles vers les assiettes, cela veut dire qu'on a fait une chose et son contraire. C'est ce que moi je déplore, c'est ce qui me fait peur. Donc je pense qu'après 1 mois, le gouvernement pouvait déconfiner Gombe et insister sur les gestes barrières. Et la maladie n'allait toujours pas se propager. Parce qu'il est beaucoup plus facile de contrôler d'ailleurs la maladie au niveau des Gombe, au niveau des entreprises qu'ailleurs. Voyez-vous par exemple en termes d'entrepreneurs, l'économie de la RDC faire face à la crise après cette crise sanitaire? Est-ce que l'économie de la RDC sera en mesure de répondre aux besoins de la population après cette crise comme vous avez étalé là vous-même? Non, nous sommes un pays pauvre déjà. Et je ne sais pas si vous avez lu le programme d'urgence multisectoriel pour faire face à l'impact de la Covid-19.
Dans ce programme-là, qui est estimé, je ne sais pas moi, à quelques 2 milliards de dollars, le gouvernement a dit ne disposer que 18% de cette somme. Si le gouvernement dispose de 18%, il y a une autre partie qui viendra des bailleurs. Et dans le document, le gouvernement dit qu'à peu près 36% viendra des bailleurs. Il reste 62% de l'argent qu'il faut trouver. Le gouvernement dit qu'il n'a pas encore cet argent-là, il ne sait pas encore où trouver cet argent-là. Donc comprenez que déjà, au niveau même de cette politique, il y a des problèmes qui feront que notre économie ne puisse pas se relever. Parce que toutes les entreprises qui ont été fermées cette année ne seront pas en mesure de payer la plupart des taxes et impôts que nous payons qui remplissent les caisses de l'État. Et l'année prochaine, ça sera encore pire parce que plusieurs entreprises vont fermer. Donc il faut vraiment plusieurs sacrifices, surtout au niveau des institutions, parce que la seule façon de créer la richesse, ce n'est pas seulement gagner plus. Parfois, c'est aussi épargner. Et pour épargner, peut-être le gouvernement devra drastiquement réduire ses dépenses pour essayer justement d'équilibrer et réinvestir cet argent dans autre chose. Pour chuter en tant qu'entrepreneur, homme d'affaires, qu'est-ce que vous proposez concrètement au gouvernement congolais, à l'équipe des ripostes en place et au président de la République, sans oublier vos partenaires ou vos collègues hommes d'affaires? Je crois que nous avons épinglé quelques points importants tout au long du reportage. Et je m'en vais les citer une fois de plus. Le premier point, c'est le gouvernement doit faire de son mieux pour réduire la taille du gouvernement et peut-être certains salaires au niveau des institutions. Parce que dans notre pays, nous avons une situation qui est quand même contradictoire. Nous vivons dans un pays où l'État engage beaucoup de gens pour chercher des solutions aux problèmes économiques. Oublions que pour que l'économie puisse aller de l'avant, nous avons besoin de l'investissement. Cet argent-là qu'on utilise sous forme de rémunération, salaire pour entretenir toutes ces personnes-là pouvait être investi dans l'économie. Et une fois que nous aurons une économie qui est quand même performante, on pourra embaucher plus de personnes pour trouver plus de solutions. Donc réduire la taille du gouvernement et les salaires de certaines institutions, c'est quelque chose de primordial. Deuxième point, il faut déconfiner le pays et insister sur les gestes barrières. On ne peut pas continuer ainsi. Même les pays développés qui ont plus de 1000 morts journalièrement ont déconfiné leur pays pour des raisons économiques. Parce que si nous tuons complètement notre économie, déjà elle est très fragile, nous vivons dans un pays où l'économie est très fragile. Si nous tuons complètement notre économie, nous n'aurons aucune chance de nous relever. Et nous ne voulons plus d'une situation où la RDC sera permanemment mendiant au niveau international. Nous voulons d'une économie qui produit et qui grandit en produisant. Voilà notre objectif, voilà notre combat. Raison pour laquelle nous devons maintenir en vie nos propres opérateurs économiques. Parce qu'en République démocratique du Congo, les systèmes financiers, les banques commerciales ne financent pas les gens qui veulent se lancer. Ils financent que des gens qui travaillent déjà et qui produisent déjà un certain bénéfice. Alors lorsque vous perdez votre capital, vous fermez les portes, vous n'avez plus de business, ça sera très difficile pour vous de trouver un capital pour vous relever. Et l'État devrait protéger ces gens-là. C'est ce que l'État ne fait pas. Et beaucoup sont en train de faire faillite. Donc il faut déconfiner, il faut insister sur les gestes barrières pour que l'économie puisse continuer sa bonne marche. Et puis il faut, en réduisant la taille du gouvernement et des institutions, il faut privilégier maintenant les technocrates. Il faut mettre à ces places-là les technocrates, des gens capables de trouver des solutions concrètes aux problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou encore aux conséquences économiques de la Covid-19. C'est très important. Donc nous avons besoin des technocrates. On a déjà assez récompensé des gens. Le président Adjé a déjà assez récompensé des gens. Maintenant, il doit penser à l'avenir du pays pour mettre dans les institutions qu'il contrôle, ou là où il peut nommer des gens capables de relever le défi qui nous attend, qui est le défi économique. Merci. Et votre dernier mot? Merci d'être venu. J'espère que ce n'est pas la dernière fois.
Nous allons certainement nous revoir pour parler d'autres sujets. Et, je vous souhaite bonne chance pour votre mission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, vous avez certainement compris que c'est la fin de cette émission. Je rappelle que c'était M. Setski Kouni, ancien candidat président ici en République démocratique du Congo lors des élections du 30 décembre 2018. Il est également analyste et politique, mais aussi homme d'affaires. Je vous remercie pour votre attention soutenue à cette émission. Merci à Jonathan qui était derrière la caméra pour la réalisation. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyan Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.